Et si le secret de la fortune, ce n'était pas une question d'argent, d'éducation ou de chance, mais plutôt une formule précise que n'importe qui pourrait apprendre? C'est la grande promesse au cœur de Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, un des livres les plus influents jamais écrits sur le sujet. Aujourd'hui, on va décortiquer cette œuvre pour tenter de percer à jour la fameuse formule secrète d'Andrew Carnegie. Tout commence ici. Imaginez la scène. Andrew Carnegie, l'un des hommes les plus riches de la planète, confie un secret à un jeune journaliste, Napoléon Hill. Mais attention, ce n'est pas un cadeau, c'est un véritable défi. Il a ensuite passé les 25 années suivantes de sa vie à étudier plus de 500 des personnes les plus riches de son temps pour prouver et décortiquer cette formule. L'enjeu était de taille, créer une philosophie pratique du succès, accessible à tous. Alors par où on commence sur ce chemin vers la richesse? Oubliez les business plans, les levées de fonds, tout ça. Selon Carnegie et Hill, la véritable fondation, le point de départ de toute grande réussite, c'est quelque chose d'interne, d'impalpable, un désir intense, presque dévorant. Pour bien comprendre ça, Hill nous raconte l'histoire d'Edwin C. Barnes. Son but n'était pas juste de bosser pour Thomas Edison, le plus grand inventeur de l'époque. Non. Il voulait travailler avec lui, devenir son partenaire. Une ambition qui, sur le papier, semblait, complètement folle. Et les obstacles étaient, disons-le, immenses. Comme on peut le voir, Barnes n'avait rien pour lui. Aucun contact, pas un sou en poche, une apparence de vagabond. Il a dû voyager en clandestin pour arriver jusqu'à Edison, qui lui a simplement offert un poste de balayeur. La plupart des gens auraient abandonné, c'est certain, mais pas Barnes. Il est resté, il a observé, il a attendu son heure pendant 5 longues années. Ce qui est fascinant, c'est ce qu'Edison lui-même a dit de cette rencontre. Il a vu au-delà des apparences. Il a senti chez Barnes une force invisible mais incroyablement puissante, une détermination absolue. Edison savait d'expérience que quand quelqu'un désire quelque chose au point de tout miser dessus, cette personne est quasiment vouée à réussir. Et voilà la définition de ce concept clé. Ce n'est pas un simple souhait, une vague espérance, c'est une obsession. L'idée de brûler les ponts est cruciale ici. Ça veut dire qu'il n'y a pas de plan B. L'échec n'est tout simplement pas une option. C'est cet état d'esprit qui transforme un simple rêve en une force motrice inarrêtable. Maintenant, attention. Passons à une histoire qui illustre l'exact opposé. Que se passe-t-il quand cette détermination s'effrite au pire moment possible? L'histoire est tristement célèbre, à 3 pieds de l'or. L'histoire de R.U. Darby, elle, illustre parfaitement la différence qu'on voit ici. Lui et son oncle trouvent de l'or, puis d'un coup le filon disparaît. Pour eux, c'est la colonne de droite. L'échec, fini. Ils abandonnent, ils vendent de tout pour une bouchée de pain. Sauf que le nouvel acheteur, lui, voit les choses différemment. Pour lui, c'est la colonne de gauche, une défaite temporaire. Un simple signal. Il engage un expert qui lui dit de creuser à 1 mètre de là. Et bam, le plus gros filant d'or de l'histoire de la mine. La leçon de Darby est limpide. L'échec n'est pas un événement, c'est le choix d'arrêter. D'accord, donc il faut un désir ardent. Compris. Mais comment faire pour maintenir cette flamme allumée face aux obstacles, face aux défaites temporaires? C'est là qu'interviennent 2 autres piliers de la formule. La foi inébranlable et une persistance à toute épreuve. Et pour illustrer ça, Napoléon Hill partage une histoire profondément personnelle et vraiment poignante. Son propre fils est né avec une malformation très rare, aucun signe extérieur d'oreille. Le verdict des médecins était sans appel. L'enfant serait probablement sourd et muet à vie. Imaginez le choc. Face à ce verdict terrible, il a fait quoi? Il a appliqué sa propre philosophie. Il a cultivé un désir ardent que son fils puisse entendre et, comme on le voit, il a mélangé ce désir avec une foi absolue, inébranlable. Avec une persistance incroyable, il a communiqué cette conviction à son fils jour après jour. Le résultat? C'est presque un miracle. L'esprit de son fils a été comme conditionné pour trouver un moyen. Son plus grand handicap est devenu son plus grand atout. Il a non seulement pu entendre, mais il a consacré sa vie à aider des milliers d'autres personnes. Et cette phrase, elle est au cœur de tout le livre. Darby a lâché à moins d'1 mètre du but. Il, lui, a refusé d'abandonner son fils face à un diagnostic impossible. La persistance n'est donc pas une simple qualité, c'est la ligne de partage. C'est la seule chose qui sépare celles et ceux qui réussissent de tous les autres. Un gagnant, ça n'abandonne tout simplement jamais. Bien, on a couvert l'état d'esprit interne, le désir, la foi, la persistance. Mais comment on traduit ça en action concrète? La formule de Carnegie ne s'arrête pas là, elle fournit des outils très pratiques pour transformer l'intangible en tangible. Voici donc la méthode pratique de Hill en 6 étapes très claires.
Remarquez l'insistance sur la précision, un montant exact, une contrepartie exacte, une date précise. L'idée, c'est de passer du rêve vague à un objectif concret. Les étapes 1 à 3 définissent le but, les étapes 4 et 5, on crée un plan et on l'écrit noir sur blanc, et l'étape 6, elle est cruciale, on lit cette déclaration chaque jour pour programmer son subconscient à atteindre cet objectif. Mais les plans et les désirs, même les plus précis, ont parfois besoin d'un catalyseur. Et souvent, ce catalyseur, c'est une seule idée puissante. C'est l'histoire de Charles M. Schwab, un protégé de Carnegie, et de la naissance de la plus grande entreprise de son époque. La scène se passe lors d'un dîner. Schwab prononce un discours passionné. Il expose une vision grandiose pour l'industrie de l'acier, une vision de consolidation, d'efficacité. Dans l'audience se trouve le grand financier JP Morgan. L'idée de Schwab était si puissante, si convaincante, qu'elle a mené à la création de la United States Steel Corporation. La valeur de cette seule idée, environ 600 millions de dollars de l'époque, une somme tout simplement astronomique. Alors, comment une seule personne peut avoir un tel impact? Grâce à ce que Hill appelle le principe du mastermind. L'idée de Schwab n'a vraiment pris vie que lorsqu'elle a été combinée avec la puissance financière et l'influence de JP Morgan. Le mastermind, c'est ça. C'est l'art de s'allier avec d'autres pour créer une synergie où le tout est bien plus grand que la somme de ses parties. Hill explique qu'un groupe mastermind a 2 avantages. Le premier est évident, il est économique. On combine les compétences, les réseaux, les connaissances. Le second est plus mystérieux, il l'appelle psychique. Hill est persuadé que lorsque des esprits s'alignent en parfaite harmonie sur un objectif, ils créent une sorte d'énergie collective, un troisième esprit, qui peut accéder à des idées et des solutions qu'un individu seul ne pourrait jamais atteindre. Désir, foi, persistance, plan, mastermind, on a presque tout. Mais Carnegie a insisté sur un secret ultime, un ingrédient final sans lequel tout le reste est inutile. La clé se trouve à l'intérieur de chacun de nous. Et le voilà, le grand secret. Ce n'est pas un truc, ce n'est pas une astuce. C'est la prise de conscience que la seule chose sur laquelle un être humain a un contrôle absolu et total, ce sont ses propres pensées. La fortune et le succès ne viennent pas de l'extérieur, ils sont d'abord construits à l'intérieur, dans le théâtre de notre esprit. Mais si on doit contrôler son esprit, il faut d'abord connaître ses ennemis. Il en identifie 6, les 6 peurs fondamentales qui sabotent nos désirs et paralysent nos actions. La peur de la pauvreté, de la critique, de la maladie, de perdre l'amour de quelqu'un, de la vieillesse et de la mort. Ces peurs, si on les laisse dominer nos pensées, créent un état d'esprit négatif qui rend la réussite impossible. La maîtrise de soi, c'est d'abord la maîtrise de ses peurs. En fin de compte, toute la formule de Carnegie, décryptée par Hill, se résume à cette question puissante. Si l'on a le pouvoir de contrôler ses pensées, alors par définition, on a le pouvoir de diriger sa vie. La question n'est donc pas de savoir si la formule fonctionne, mais si l'on a le courage et la discipline de l'appliquer. Le contrôle de nos pensées, c'est le gouvernail du navire. La question finale, c'est qui tient la barre ?